Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce premier point de l'actualité sur RTI 1. Nous démarrons avec du sport. Face au danger que représente la fièvre hémorragique à virus Ebola, le gouvernement a décidé de suspendre toutes les compétitions internationales prévues en Côte d'Ivoire. Le match Côte d'Ivoire-Sierra Leone qui doit se tenir le 6 septembre prochain et comptant pour le dernier tour des éliminatoires de la CAN 2015 n'aura plus lieu sur le sol ivoirien. Cette décision a été expliquée par le ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs. On l'écoute dans ce reportage signé Anne-Marie Nguessan et Anja Soukrou. Nous disons donc aux fédérations de suspendre jusqu'à nouvel ordre l'organisation de compétitions sportives à caractère international à Abidjan afin de prendre les mesures préventives. Donc il s'agit simplement de mesures préventives. Les sélections nationales engagées dans les éliminatoires de la CAN 2015 peuvent être aussi confrontées aux problèmes de déplacement en cas de délocalisation de leurs rencontres. Les matchs de football impliquant les clubs ASEC, CW dans le cadre de la Coupe CAF, ces matchs auront bel et bien lieu en Côte d'Ivoire lorsque les équipes ivoiriennes doivent recevoir. La Sierra Leone est un pays qui a fermé ses frontières pour cause de virus Ebola. Faut-il maintenir le match au 6 septembre? Nous pensons qu'il appartient à la CAF de prendre la bonne décision. Pour sa part, la Fédération ivoirienne de football s'aligne sur les mesures prises par le gouvernement. Toutefois, elle continue les négociations pour trouver la solution idoine. Évidemment, la question reste de savoir si notre match contre la Sierra Leone, pour ce qui concerne l'équipe A, aura lieu à Abidjan. À l'heure où nous faisons ce point de presse, il faut dire que la question reste entière. Nous continuons donc de rechercher, avec l'appui de la CAF et des autorités nationales, un point d'accord pour que ce match ait lieu. Où se jouera finalement la rencontre Côte d'Ivoire-Sierra Leone du 6 septembre prochain? La question reste posée. La fièvre Ebola qui représente donc un réel danger pour l'Afrique de l'Ouest, elle impacte même l'industrie touristique dans la sous-région. Lever de soleil sur la savane ou séance de bronzage au bord de la piscine. Pour certains touristes, l'expérience se résume en un mot, l'Afrique. Alors, quand à ces images se substitue celle d'un virus mortel et extrêmement contagieux, tous les pays du continent sont mis dans le même sac. Derrière ces inquiétudes sanitaires, il y a la notion que nous sommes tous les mêmes. Il y avait un sentiment similaire quand il y a eu des éruptions de violence au Kenya. C'est comme ça que persiste l'idée selon laquelle l'Afrique est un pays. L'épidémie d'Ebola est pour l'heure cantonnée à 4 pays frontaliers de l'Afrique de l'Ouest, Guinée, Libéria, Sierra Leone et Nigeria. Loin, très loin de là, l'Afrique du Sud, à plus de 6000 km de la Guinée. Autrement dit, Johannesburg est plus éloigné du foyer de la maladie que Paris ou Rio de Janeiro. Mais la géographie cède facilement à la psychose. Dans le doute, certains touristes préfèrent ne pas s'approcher du continent. La plus grosse annulation que nous avons eue jusqu'à aujourd'hui, c'est un voyage de groupe de 1600 personnes qui devait arriver en Afrique du Sud le 9 septembre. Ils ont annulé il y a 2 semaines. Depuis, 10 ou 11 autres réservations ont été annulées. Les annulations de réservations restent encore limitées, mais si ce phénomène venait à se généraliser, il pourrait porter un coup sévère à l'économie sud-africaine. Le tourisme représente plus de 10% du produit intérieur brut. Ce jeudi, pour limiter les risques, le pays a annoncé fermer ses frontières aux voyageurs venant des 3 pays les plus touchés par Ebola. C'est donc l'ensemble du continent africain qui se voit affecté par la fièvre Ebola. Le comité interparlementaire de l'UEMOA préconise l'installation de chambres de commerce des pays membres de l'espace. C'était à l'occasion de sa 34e session, au cours de laquelle le comité a fait d'autres recommandations. La session s'est ouverte le 11 août dernier. Elle vient de refermer ses portes à Abidjan, nous dit Léon Brou. Après 10 jours d'échanges et de réflexion, la 34e session ordinaire accouche du programme d'activité du comité interparlementaire de l'UEMOA pour l'exercice 2015, un programme assorti d'un budget d'environ 2 milliards de francs CFA. Surtout, ce qui fait que
Nous avons un budget qui sensiblement a augmenté. Nous sommes dans une phase de mutation d'un comité interparlementaire à un parlement de plein exercice. Donc, il aura forcément des charges. À l'endroit des États membres, la 34e session préconise des actions en 4 points, dont l'installation ou le renforcement des capacités de la Cour des comptes de l'UEMOA. Nous avons des États où ça fonctionne avec beaucoup plus de relativité. Par contre, nous avons aussi des États où la Cour de compte n'existe pas et des États où les cours de compte sont logés sous un autre vocable, ce qui ne paraît pas bien normal au vu de l'autonomie de gestion, au vu de l'autonomie du fonctionnement. Cette session budgétaire a aussi abrité 4 communications, notamment celle relative au CAMES, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, des échanges pour renforcer les capacités des participants. Nous avons eu des communications sur des sujets très importants, comme le CAMES, comme aussi la Cour des comptes, comme aussi avec le président de la BOAD. Ça m'a beaucoup instruit. Le comité interparlementaire de l'UEMOA est un outil au sein des parlements des États membres pour la coopération et l'intégration dans l'espace UEMOA. Sa 34e session ordinaire qui a clos ses travaux ce mercredi a été ouverte le 11 août dernier, ici même à Abidjan. Rendons-nous à Soubré où les populations ont exprimé leur reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara. Elles disent être heureuses notamment pour les travaux de construction du plus grand barrage de Côte d'Ivoire dans cette ville. Les habitants de Soubré ont échangé dans ce cadre avec le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement Albert Mabri-Touakeus en tournée dans la localité. Serge Coléa. À Soubré, le 25 février 2013, date du lancement des travaux du barrage hydroélectrique par le président de la République Alassane Ouattara, reste gravé dans la mémoire collective. L'ouvrage qui sera livré en 2015 va renforcer la capacité de couverture de la Côte d'Ivoire qui pourra être autosuffisante en électricité et approvisionner la sous-région. Le futur barrage de Soubré classe surtout Soubré au rang des villes émergentes et économiquement fortes. Et pour cela, les filles et fils de Soubré ont exprimé leur reconnaissance au chef de l'État. Soubré, riche de ses ressources agricoles, espère maintenant être un pôle économique. Pour le ministre d'État, Albert Mabri-Touakeus, le bonheur arrive à Soubré qui aura bientôt une zone industrielle et de nombreuses infrastructures. La ville va donc se transformer d'ici à 2 ans grâce au président de la République, a-t-il indiqué. Tout ce qu'Alassane Ouattara a promis, eh bien il le réalisera, il aura les moyens de le réaliser. Et dans les délais. Mais à condition que nous ayons la paix de manière durable. C'est pour ça qu'on lui demande de continuer. Parce que ce qu'il peut réaliser pour nous dans les 5-6 ans à venir, personne d'autre parmi nous en Côte d'Ivoire, homme politique, ne peut réaliser cela. Personne. Il n'y a que lui. Ce n'est pas une candidature unique que nous demandons, mais une candidature qui rassemble pour la Côte d'Ivoire, pour continuer les chantiers qui ont démarré. L'énergie est le moteur du développement, c'est pourquoi le barrage de Soubré qui fera de la Côte d'Ivoire un hub énergétique est important. Soubré, à travers ce cadre, soutient les nombreuses actions de développement du président de la République. Les cadres ont assuré le ministre d'État, Mabri-Touakeus, de leur soutien et de leur attachement au chef de l'État. Sur le site impressionnant du barrage de Soubré, les ingénieurs et les équipes sont à pied d'œuvre. Les travaux du plus grand barrage de la Côte d'Ivoire, avec une capacité de 275 MW, avancent, comme a pu le constater le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabri-Touakeus. Les ponts du district d'Abidjan connaissent un état de dégradation. Certains sont fissurés et prêts à s'écrouler. Les populations sont inquiètes et souhaitent qu'une solution soit trouvée. Nos reporters Koné Pargassoro et Franck Wadio ont sillonné la capitale économique ivoirienne en vue de faire l'état des lieux de ces différents ponts. Pont du Banco, un moyen pour de nombreux automobilistes et piétons de regagner les quartiers de Lokodjo dans la commune d'Atekoubé, de regagner Adjamé et aussi Yepougon. Seul bémol, sur ce pont,
Il n'existe pratiquement plus de grille de protection. L'absence de grille, une situation qui inquiète les automobilistes qui l'empruntent chaque jour. Dans le jour, on est obligé de travailler. Si on n'a pas fait, on n'a pas un autre moyen de travailler. On ne sait pas en fait quel travail. Si ce n'est pas ça, dès qu'il y a cela, on prend les risques pour faire. Comme le pont du Banco, celui réservé aux piétons à Yopougon présente des fissures. De quoi inspirer quelques craintes aux usagers. Ce pont-là représente un réel danger pour la population parce que du jour au lendemain, il peut s'écrouler. On voit là réellement les fissures dans le pont et puis on voit même la colonne là qui risque de tomber du jour au lendemain. Le pont Félix Fouette-Boigny dans la commune du Plateau n'est pas non plus mieux loti. Ici, certains camions remorques de plus de 4,1 mètres de hauteur forcent le passage, ce qui le dégrade davantage. C'est alarmant. Hein? Je ne sais pas si les chauffeurs même essaient de voir la longueur de leur camion. On dit 4,1 mètres, mais eux, ils viennent, ils forcent. Or, en forçant, ils ont commencé à couper tous les fers qui soutiennent le pont. Pour les usagers, si aucune solution n'est trouvée, l'on risque de craindre le pire les jours à venir. Le 24 octobre prochain, Dakar, la capitale sénégalaise, va servir de cadre à la journée du manuscrit francophone. Les débutants et auteurs confirmés sont invités à soumettre leurs manuscrits. Les meilleures œuvres vont être sélectionnées. Franck Quadio. 8 jours après les événements qui ont abouti à la mort de l'étudiant Bassirou Faye, un calme précaire règne à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ce matin, dans une procession silencieuse, la communauté universitaire a manifesté sa colère contre la brutalité avec laquelle le mouvement des étudiants a été réprimé par les forces de l'ordre. Il m'a été donné de visiter hier les hôpitaux où sont admis ceux qui étaient blessés. J'en ai été très profondément ému. Et je voudrais leur souhaiter un prompt rétablissement pour qu'ils nous reviennent à nous dans notre communauté. Et que cette communauté rompt définitivement avec la brutalisation qui est actuellement vécue ici. Jeudi dernier, les étudiants manifestaient pour réclamer le paiement de leur bourse lorsque des échauffourées ont éclaté. L'étudiant Bassirou Faye a trouvé la mort et plusieurs autres ont été blessés. C'est pour honorer la mémoire de Bassirou, c'est pour faire de telle sorte que de telles situations n'arrivent plus à l'université Cheikh Anta Diop, mais aussi pour éveiller la conscience internationale, la conscience de nos parents, pour leur dire qu'il y a un mal au sein de l'université. Il est grand temps qu'on se pose la question sur ce qui est là et qu'on essaie de trouver des solutions. Le président Macky Sall a annoncé qu'une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de la mort de l'étudiant Bassirou Faye. Mais cela n'a pas suffi à calmer la colère des étudiants qui réclament la démission des ministres de l'Intérieur et de l'enseignement supérieur. Vous venez donc de suivre des tensions qui existent entre les étudiants et des forces de l'ordre au Sénégal. Direction la Centrafrique, un pays enclin à des violences. La capitale Bangui est le théâtre de manifestations anti-françaises. De fortes détonations au BK5, le quartier musulman du 3e arrondissement de la capitale centrafricaine, le théâtre de violents affrontements. Les combats opposent des hommes armés aux soldats français de l'EUFOR, la force européenne déployée en Centrafrique. Au moins 5 personnes, dont un volontaire de la Croix-Rouge locale, ont été tuées, près de 40 blessés. Des habitants de la dernière enclave musulmane de Bangui ont organisé des manifestations contre la France et se sont poursuivis ce jeudi. Notre manifestation, on a fait seulement contre la France, non pas pour les populations, etc. Nous sommes contre la France seulement. Sur les causes de ce brusque regain de tension dans la capitale centrafricaine, 2 thèses s'affrontent. D'après la force européenne, les soldats français, lors d'une patrouille comme celle-ci, ont été attaqués au PK5 et ils ont riposté vigoureusement. Faux, rétorquent quelques habitants du quartier. Ils accusent des militaires français d'avoir tué un musulman et réclament leur départ. Ce sont les Français, ce sont les Blancs qui sont à l'origine de la destruction, surtout les Français. Ils ne veulent pas que la paix règne en Centrafrique.
Ces violences surviennent à Bangui alors que la République centrafricaine est sans gouvernement. La nomination du Premier ministre Mahamat Kamoun, intervenue il y a une dizaine de jours, est toujours contestée, notamment par l'ex-rébellion Séléka, constituée essentiellement de musulmans. Et toujours dans l'actualité internationale, en bref et en images, la décapitation mardi du journaliste américain James Foley a créé l'horreur et l'indignation à travers le monde. La vidéo de la décapitation diffusée sur Internet a été authentifiée. Dans la nuit de mercredi à jeudi, le Pentagone a reconnu avoir tenté de libérer les otages en Syrie en vain. Le président Barack Obama a employé le mot cancer pour qualifier l'État islamique responsable de l'exécution. En visite à La Réunion, le président français François Hollande s'est dit pour sa part révolté. Et c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci. Bon début de journée à tous et à toutes.